bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un gros update lecture quand même. J'ai pas mal de titres à vous présenter, des titres que j'ai globalement bien aimés. Il y a vraiment eu de très chouettes découvertes et des bonnes découvertes, donc pas de livres qui ont été des déceptions, donc ça c'est chouette. Et j'ai bien envie de commencer par vous parler du livre que j'ai terminé hier. C'est The Prison Healer de Lynette Noni, qui est le premier tome d'une trilogie de fantasy young adult, qui est donc la guérisseuse de Zalindov. Parce quand ce roman est sorti, je pensais pas du tout y aller parce que le résumé me tentait pas plus que ça, et c'est vraiment à cause des avis que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que j'ai décidé enfin de découvrir ce titre. Et j'ai tellement bien fait de faire le mouton parce que ça a vraiment été une très chouette découverte. Dans cette histoire, en fait, on est clairement dans un huis clos, dans une prison. Je pensais pas que ça allait être ça et j'ai été assez surprise, et en même temps c'est ce qui fait en sorte que j'ai bien aimé le roman. C'est cette ambiance vraiment assez pesante qu'il y a dans cette prison qui est une prison de haute sécurité où l'espérance de vie des personnes est vraiment très faible. Si le travail que vous devez faire en étant là-bas, l'alimentation que vous avez, le temps de repos que vous avez, etc. font en sorte que vous ne vivez pas très longtemps quand vous arrivez dans cette prison. Et nous, dans cette histoire, on va suivre Kiva qui est arrivée dans cette prison il y a 10 ans. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment elle a réussi à survivre depuis 10 ans et pourquoi en fait elle est arrivée dans cette prison. Et en fait au tout début du livre, on a un prologue qui nous met une situation qui s'est passée il y a 10 ans de ça, où son père en fait a été arrêté. On est venu le chercher chez lui et il y a des gardes qui lui ont dit qu'il était en état d'arrestation parce que au marché il avait été vu avec un rebelle, et du coup voilà, on pense qu'il fait également partie du mouvement rebelle, et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Son petit frère Akiva a été tué lors de cette arrestation, mais elle et son père ont été envoyés tous les deux à Zalindov, qui est donc une prison de haute sécurité. Et donc elle va commencer à vivre là-bas avec son père. Donc ça fait 10 ans qu'elle vit là-bas, sauf que son père est décédé il y a quelques années déjà. Et elle a réussi à se faire un petit peu une place dans cette prison, puisque son père était un guérisseur et il lui a beaucoup appris. Et elle a réussi en fait à se faire une place de guérisseuse. Donc elle n'a pas non plus le métier le plus éreintant dans cette prison, c'est aussi pour ça qu'elle a réussi à survivre pendant 10 ans. Elle subit comme tous les autres prisonniers la qualité de vie de cette prison, mais déjà elle ne doit pas travailler dans les profondeurs, elle ne doit pas travailler dans une carrière, vraiment tout ce qui touche au travail très physique. Donc elle a déjà une certaine chance de ce côté-là, et en gros son job c'est de soigner les personnes qui vont être blessés pendant leur travail, donc les prisonniers, des fois quelques gardes aussi, et également de marquer les arrivants dans la prison. Donc elle va devoir marquer leur numéro de matricule sur eux. Donc voilà un petit peu son travail pour elle dans cette prison. Donc elle est connue en tant que la guérisseuse. On va suivre la vie de Kiva dans cette prison, et en fait un beau jour il va y avoir un nouveau prisonnier qui va arriver, et il va commencer à vouloir être ami avec elle, sauf qu'elle a vraiment des protections autour d'elle. Elle met des barrières pas possibles parce qu'elle ne veut s'attacher à personne. Elle sait que les personnes qui rentrent dans cette prison ont vraiment une espérance de vie très faible, donc elle ne s'attache à personne. La seule personne à qui elle est vraiment attachée, c'est un petit garçon qui en fait est né dans cette prison, vu que sa mère est tombée enceinte quand elle était en prison, et en fait elle s'est attachée à lui parce qu'elle a fait une sorte de promesse à sa mère pour le protéger. En fait on va suivre petit à petit la vie de Kiva, et il va y avoir un événement assez important dans la prison, puisque la reine rebelle va arriver dans cette prison, et on va un petit peu la mettre à mort, sans forcément la mettre directement à la guillotine ou quoi que ce soit, mais en fait la couronne va demander à ce que la reine rebelle subisse 4 épreuves qui sont des supplices et qui vont faire référence un petit peu à la magie qui est dans cet univers. La magie dans cet univers concerne les 4 éléments. L'épreuve en fait que la reine rebelle va devoir passer, ça va également concerner 4 éléments. Donc elle va avoir 4 épreuves à la suite, donc tous les 15 jours je crois elle va devoir passer une épreuve. Et elle va devoir avoir une épreuve liée à l'air, liée au feu, liée à l'eau et liée à la terre. Donc on va suivre ça, sauf que pour une bonne raison, notre héroïne qui va devoir empêcher que cette reine rebelle meure. On va comprendre pourquoi en fait dans l'histoire. Et donc elle va subir des choses à sa place pour vraiment mettre toutes les chances de son côté et que la reine rebelle ne meure pas. Donc on va suivre cette histoire avec pas mal de péripéties. Notre héroïne va vraiment vivre des choses pas faciles, et l'univers en soi dans la prison est assez sombre, et il y a vraiment des passages assez compliqués à lire. Donc vraiment si vous n'aimez pas les scènes de torture, les scènes de violence, il y a vraiment moi une scène et un supplice, on va dire le supplice du feu, si jamais vous avez lu le livre là,
qui m'a vraiment dérangée en lisant cette scène parce que j'étais juste mal à l'aise. Vraiment, j'étais trop mal à l'aise en lisant cette scène. Vous êtes assez sensible quand vous lisez des romans, faites attention parce que vraiment il y a des passages assez durs à lire, je trouve. J'ai vraiment bien aimé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'évolution dans cette prison. Et en plus il va y avoir une maladie, une épidémie, donc notre guérisseuse va essayer de chercher un petit peu la cause de tout ça. Vraiment au fur et à mesure, on s'investit énormément dans la vie de cette prison, dans la vie de ces prisonniers. On va découvrir d'autres personnes qui gravitent un petit peu autour de Kiva. Et tout ce mystère en fait qui concerne la reine rebelle, on apprend également un peu plus de choses sur l'univers autour de la prison. C'est quand même un premier tome, comme je vous l'ai dit, qui est en huis clos, donc l'univers autour n'est pas exploité. On a quelques informations qui arrivent vers la fin du roman, mais on reste quand même au niveau de la prison là dans ce premier tome, mais je pense que ça va vraiment s'étoffer dans la suite de cette série. Et j'ai vraiment hâte parce que le premier tome était vraiment très chouette, on a pas mal de choses qui se sont posées, une fin qui m'a surprise vraiment, et la toute fin, si vous avez lu le livre, je pense que vous savez de quoi je parle. Je ne pensais pas du tout que c'était ça, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et je pense que je vais aller me le procurer assez rapidement pour continuer cette série. J'aimerais bien que le tome 3 sorte cette année pour pouvoir terminer également cette trilogie. En tout cas vraiment très très bonne lecture, des bons personnages, juste un manque un petit peu d'informations sur l'univers, mais c'est normal au vu du premier tome vu qu'on était vraiment basé sur la prison. Mais clairement, j'ai trop hâte d'en découvrir également plus sur les personnes qui sont dotées de magie, parce qu'on comprend que les personnes qui sont dotées de magie sont principalement les personnes de la famille royale. Il n'y a vraiment que quelques exceptions, quelques personnes qui arrivent à manipuler un ou deux éléments qui ne font pas partie de cette famille royale, mais c'est vraiment très très rare. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur la famille royale également, sur pas mal de choses liées à cette magie. Voilà, j'ai vraiment bien aimé, ça se lit tout seul, on est à fond, il y a vraiment une atmosphère très très chouette dans la prison, donc si jamais vous l'avez pas découvert, n'hésitez pas parce que vraiment c'est assez addictif et vraiment la fin vaut le détour. Alors ensuite, je me suis jetée sur Gilded de Marissa Meyer qui est sortie récemment chez De Saxus. Marissa Meyer, je vous l'avais dit dans mon book haul, c'est une autrice que j'adore. Moi j'avais adoré les chroniques lunaires, j'adore les idées qu'elle a également dans le Gang des prodiges et j'avais trop hâte de lire une nouvelle réécriture de contes avec cette autrice parce que je trouve que c'est un petit peu l'autrice parfaite pour la réécriture de contes. Elle met vraiment une ambiance vraiment particulière, elle arrive à faire des bons personnages, des personnages assez gris et j'avais trop hâte de lire ce livre-là. Là dans cette histoire, on est dans une réécriture du conte de Rumpelstiltskin ou Tracassin il me semble qu'il s'appelle comme ça en français. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ce conte, donc ça a été une réelle découverte pour moi au niveau de l'histoire. Après, j'ai été voir justement sur Wiki pour connaître un petit peu plus de ce conte-là. Et apparemment, c'est plus un conte allemand. Voilà, moi je ne connaissais pas du tout. Donc, dans cette histoire, on va suivre Sereida, qui est une jeune femme qui vit avec son père et qui a été marquée depuis sa naissance puisqu'elle a un symbole doré dans les yeux. On va dire que ça lui porte pas forcément chance puisque les gens de son village pense qu'elle est maudite et en plus de ça, Sereida a une capacité vraiment hors norme à raconter les histoires. Elle raconte également beaucoup de bobards dans ses histoires. Elle étoffe beaucoup ses histoires et du coup il y a pas mal de gens qui disent qu'elle arrête pas de raconter des bêtises, que du coup on peut pas lui faire confiance quand elle raconte quelque chose. Donc quand elle veut raconter quelque chose qui est vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la croient à chaque fois. Donc c'est un petit peu compliqué de vivre avec ça. Et même son père en fait en est venu à ne pas lui faire vraiment confiance tout le temps. Et dans cette histoire il faut savoir que vous allez avoir des lunes différentes. Donc c'est un petit peu les noms de parties. Vous avez la lune de la fin, la lune du corbeau, la lune chaste, la lune du réveil, la lune de neige, etc. En fait pendant cette lune, les personnes ne doivent pas sortir de chez eux. Ils doivent vraiment faire en sorte de ne pas écouter ce qu'ils peuvent entendre à l'extérieur de chez eux et de ne surtout pas sortir. On comprend en fait qu'il y a une sorte de chasse sauvage qui est organisée pendant ces lunes, qui est organisée par des personnes qui ne sont pas humaines et des personnes assez immortelles, qui vivent dans un château qui de base est un château complètement en ruine, se transforme en château vraiment nickel lors de ces lunes et les personnes immortelles habitent dedans. On comprend que c'est pendant ces lunes que le voile entre le monde des immortels et le monde des humains se superpose un petit peu et c'est pour ça que les immortels arrivent à venir faire leur chasse sauvage lors de ces lunes et potentiellement prendre des humains un petit peu lors de cette chasse sauvage. On a une petite histoire qui nous raconte qu'il y a pas mal d'enfants qui avaient été enlevés par ces immortels justement et que du coup il fallait vraiment faire attention à ces enfants pour ne pas les laisser sortir pendant cette nuit. Il y a tout un lore par rapport à cette histoire donc je vous laisse découvrir ça. Et nous on va suivre Sereida qui pendant l'une de ces lunes va entendre des femmes parler à l'extérieur de chez elle.
Et en fait elle va quand même sortir pour leur donner un coup de main. Elle va s'apercevoir que c'est deux filles qui sont des filles de la mousse, donc un petit peu des filles de la forêt, et elles sont en train d'être pourchassées par la chasse sauvage. Elle cherche un moyen de se mettre à l'abri et d'effacer un petit peu leur odeur. Et Sérida va leur venir en aide en les cachant dans sa grange. Sauf que peu de temps après, la chasse sauvage arrive et elle va être confrontée au roi des Aulnes et tous ses sbires. Et elle va devoir raconter une histoire, raconter un mensonge pour faire en sorte que le roi des Aulnes la croie et ne cherche plus les filles de la mousse. Pense que Sérida ne les a jamais vues, elles ne sont pas du tout par chez elle, donc elle va commencer à raconter une histoire, et notamment qu'elle n'a pas du tout croisé de filles, qu'elle est sortie à minuit parce qu'en fait elle veut faire une moisson, qu'elle a un don assez particulier qui lui permet de changer la paille en or, et apparemment elle le cacherait son don à tout le monde, et c'est pour ça qu'elle vient faire cette moisson à minuit. Donc le roi des Aulnes va commencer. Il est perplexe, mais au fur et à mesure, il va la croire et il va partir. Sauf que cette histoire ne va pas s'arrêter là et elle va se retrouver embrigadée dans des histoires avec le roi des Aulnes, vu qu'à la prochaine lune, il va venir la chercher pour l'emmener dans son château et lui donner comme défi, on va dire, de changer tout un mont de paille en or et du coup d'utiliser un rouet pour changer cette paille en or. Sauf que bien sûr elle n'a pas du tout ce talent, donc elle pense qu'elle est complètement finie. Surtout que le roi des Aulnes lui fait bien comprendre que si jamais elle n'arrive pas à changer cette paille en or durant la nuit, eh bien elle ne survivra pas très longtemps lorsque le jour va se lever. Et il va y avoir quelqu'un qui va apparaître dans la pièce où elle doit changer la paille en or. Quelqu'un qui se fait appeler Guilde et qui va finir par l'aider. C'est une personne assez particulière et je vous laisse découvrir beaucoup plus de choses sur ce personnage. Sachez juste qu'il est capable de faire des choses avec de la magie et qu'il va venir en aide à notre héroïne, sauf que qui dit magie dit contrepartie pour utiliser la magie à des fins personnelles. Donc Sérida va devoir donner des choses en échange de l'aide de Guilde, sachant que cette situation-là va se répéter plusieurs fois. Donc on va suivre cette histoire. J'ai adoré ce roman, j'ai vraiment passé un super bon moment, je trouve qu'on est à fond dans l'histoire. Il y a une ambiance particulière dès que Sérida se rend dans ce château, parce qu'en fait elle voit le château sous son bon jour lorsqu'elle est accompagnée du roi des Aulnes, lorsqu'elle est pendant ces fameuses lunes, mais elle voit également le château qui est très terrifiant, juste au final plein de débris lorsque le soleil se lève et que la lune est enfin terminée. Donc elle va voir les deux facettes de ce château et elle va essayer de comprendre un petit peu qui est vraiment le roi des Aulnes, à qui appartenait ce château, qui est Guilde, pourquoi est-ce qu'il l'aide, et essayer de comprendre pas mal de choses sur cette histoire pour essayer justement de se sauver et d'être libre du roi des Aulnes, parce que toutes les lunes elle se dit que si jamais il vient la chercher, Guilde ne sera pas toujours présent pour l'aider, donc elle va finir par mourir. Donc on va suivre cette histoire dans ce premier tome. Qui connaissait pas du tout ce conte-là, j'ai vraiment été agréablement surprise. Ça m'a beaucoup plu au niveau de l'histoire. Et là, en plus, avec la réécriture de Marissa Meyer, on a vraiment un univers de fantasy. On a des choses imaginaires qui se rajoutent au conte et c'était vraiment trop bien. On a une très bonne atmosphère. Je dirais qu'il y a un petit peu de longueur quand même au milieu, surtout quand l'héroïne commence à chercher des réponses. Il y a un petit peu de longueur et surtout à certains moments j'avais juste envie qu'elle retourne dans le château parce que j'aimais beaucoup cette ambiance, mais sinon c'était trop bien, ça se lit tout seul. La fin m'a clairement surprise, je pensais pas que ça allait partir comme ça et je pensais pas de toute façon que le roman allait être aussi sombre que ça, parce que vraiment il y a des passages assez compliqués à lire, il y a des créatures, il y a vraiment des personnes qui vont souffrir dans le roman, il y a des personnes qui meurt, voilà, c'est pas un conte en mode Disney, c'est plus un conte en mode les frères Grimm. Si jamais vous aimez les contes assez sombres, ça va clairement vous plaire, donc n'hésitez pas à le découvrir. En plus c'est une duologie, donc ça va se terminer très vite. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 parce que la fin vraiment est trop bien. Alors ensuite j'ai lu un livre que vous m'aviez choisi pour la vidéo Book Haul Check-in des premiers mois de l'année. C'est Terre brisée de Victoria Aveyard, qui est le premier tome d'une trilogie de fantasy qui pour moi est entre young adulte et adulte. Young adulte par rapport à l'âge des personnages, par rapport à leurs actions, mais en même temps adulte par rapport à l'univers, parce que je trouve que l'univers est assez bien étoffé. Dans cet univers on est dans le monde de Terravast, et Terravast est un monde assez particulier, puisqu'en fait il y a l'existence de faisceaux. Les faisceaux sont des portails, on va dire, vers d'autres mondes, et Terravast, il y a très longtemps de ça, était une terre assez ravagée, puisque d'autres créatures, d'autres peuples qui venaient d'autres mondes, grâce à ces faisceaux,
faisait n'importe quoi sur Terra Vaste. Donc c'était pas mal de guerres, pas mal de personnes qui mouraient très rapidement. C'était pas forcément possible de vivre calmement sur Terra Vaste. Là on a dans le prologue une scène d'introduction qui est très bourré d'action. On a pas mal d'informations, pas mal de personnages. Et le prologue peut être assez compliqué à lire. J'ai d'ailleurs mis du temps à le lire parce que j'essayais de comprendre vraiment tout ce qui se passe. Mais après, sachez que le prologue est vraiment assez ardu, je dirais, au niveau de l'entrée dans l'univers. Après, ça se calme beaucoup et on rentre dans l'univers vraiment paisiblement. On commence à connaître les personnages petit à petit. Donc ça, c'est vraiment un bon plus parce que c'est juste le prologue qui était assez mouvementé. Dans ce prologue, justement, il va y avoir une bataille entre des chevaliers et ce qu'on appelle des aînés. Les aînés, on comprend que ce sont des personnes immortelles. Et deux autres personnages qui sont un petit peu des personnes rebelles. Et on va comprendre que l'un des deux personnages est un magicien et le deuxième en fait est lié à l'un des chevaliers puisque c'est son frère jumeau. Sachant que les personnes de cette famille ont un pouvoir particulier grâce à leur sang puisqu'ils peuvent ouvrir les portails et ouvrir les faisceaux en fait. Donc c'est un petit peu chiant que le frère jumeau soit devenu un rebelle puisqu'il souhaite ouvrir pas mal de faisceaux pour avoir du pouvoir et pour prendre la tête de pas mal d'endroits. On comprend que les deux jumeaux ont été séparés à la naissance et que le deuxième a une vie très compliquée, c'est aussi pour ça qu'il se rebelle. Et pendant ce prologue, il va y avoir un faisceau d'ouvert et les personnes qui vont se retrouver là, les chevaliers et les aînés, vont se faire massacrer. On va suivre un écuyer qui a réussi à survivre à cette bataille et il va rentrer chez lui pour raconter à sa reine ce qui s'est passé. Puisque il va raconter le massacre, il va raconter qu'il y a des personnes qui souhaitent ouvrir les faisceaux et que c'est très dangereux pour Terra Vaste. Sauf que la reine va réagir d'une certaine façon qui ne va pas du tout plaire à notre écuyer. Il va pas savoir quoi faire et au fur et à mesure on va comprendre qu'il n'y a pas que lui qui a survécu puisqu'il y a l'un des aînés, donc l'un des immortels, qui était venu combattre justement avec les chevaliers. Il a survécu aussi et petit à petit il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. L'aîné, quand il va rentrer chez lui et raconter également à son peuple ce qui s'est passé, la réaction de ses dirigeants ne va pas du tout lui plaire non plus, donc il va commencer à mener sa petite quête de son côté, essayer de rassembler des personnes pour retrouver l'écuyer parce que lui il sait que l'écuyer est vivant et il a vu l'écuyer prendre une épée qui a une importance assez phénoménal dans cet univers, parce qu'en fait il faut deux choses pour ouvrir les faisceaux. Il faut une épée particulière, il faut être du sang de la famille des deux jumeaux. Donc il va se mettre en quête de l'épée et il va également se mettre en quête d'une jeune fille qui serait apparemment apparentée justement à cette famille des deux jumeaux, pour potentiellement faire une sorte de troupe qui va essayer de refermer les faisceaux ouverts et d'essayer de sauver Terra Vaste uniquement grâce à eux parce que les dirigeants ne veulent pas bouger leur popotin. Donc on va suivre cette quête qui va se mettre en route petit à petit. On va en apprendre plus sur l'univers, on va en apprendre plus sur les autres mondes qui sont en parallèle de Terra Vaste aussi. C'est un premier tome que j'ai bien aimé parce que on a une entrée dans l'univers qui est pas forcément très simple au début mais qui s'améliore au fur et à mesure du tome. J'ai trouvé que vraiment que le monde est hyper intéressant. Le fait d'avoir des mondes parallèles comme ça, d'avoir des portails qui peuvent ramener des créatures vraiment de toutes sortes, c'est trop bien, ça ouvre des possibilités à plein de choses et je suis très curieuse de voir dans quelle direction va partir l'autrice avec le tome 2. J'ai bien aimé la petite troupe qui est en train de se mettre en place tranquillement dans ce premier tome. Alors c'est clairement un bon tome d'introduction, que ce soit à l'univers ou aux personnages. J'avais peur d'avoir tous les personnages d'un coup dès le début, mais c'est clairement pas le cas. En fait, jusqu'à la fin de ce premier tome, vous allez voir la création de la troupe au complet. Ils vont être 7 au total, il me semble. Et du coup, on apprend à connaître les personnages au fur et à mesure. Au début, on a l'écuyer, on a l'aîné, et on a justement Coren qui ferait partie apparemment de la famille des deux jumeaux. Donc on a vraiment les trois personnages là et petit à petit on a des personnages qui commencent à rentrer en jeu et qu'on commence à connaître. Donc ça prend du temps mais c'est bien parce qu'on ne mélange pas les personnages et ils ont tous des caractères assez différents. Je dois vous avouer que les deux derniers personnages qui sont rentrés dans la troupe sont les personnages où je suis pas encore bien habituée à eux. Je trouve qu'on va quand même assez vite au niveau de leur présentation. Mais dans le tome 2 on va les retrouver, on va retrouver la troupe, on va retrouver un petit peu les péripéties qu'ils vont faire. Donc je pense que ça ira, j'arriverai à bien distinguer les deux derniers personnages qui ont rejoint cette troupe. Donc je suis très contente de l'avoir lu parce que j'ai beaucoup aimé l'univers. Moi les tomes d'introduction comme ça me dérange pas plus que ça. Il faut pas vous attendre à beaucoup de péripéties, il faut pas vous attendre à beaucoup d'actions. Et en soi si vous avez l'habitude de lire des romans de fantasy et des longues sagas de fantasy,
vous allez retrouver ce que vous retrouvez dans d'autres sagas de fantasy. J'avais lu des personnes qui avaient dit que c'était long à mourir, qu'il se passait rien, etc. Bon, je suis pas d'accord, hein, vraiment, faut pas abuser non plus. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de péripéties, mais l'univers est hyper intéressant, l'univers est construit. On avance pas mal dans la découverte de certains endroits dans l'univers de Terravast déjà. On a des informations sur les portails, on a des informations sur les personnages qui font partie de la troupe, quand même des scènes d'action dans le roman, donc moi j'ai trouvé que c'était quand même un bon premier tome d'introduction. Je me suis pas du tout ennuyée, j'ai bien aimé les personnages. Je lirai la suite avec plaisir parce que franchement ça m'a intriguée. J'ai vraiment trop hâte d'avoir encore plus d'informations sur les autres mondes qui peuvent apparaître autour de Terravast. Donc le tome 2 du coup sort là cet été, je crois au mois de juillet, donc c'est plutôt chouette. J'aurai encore tous les éléments en tête pour commencer cette suite. Après j'ai lu un des titres qui me tentait le plus parce que c'est un titre que j'avais vu passer en VO un nombre incalculable de fois. Je suis très contente que ce soit sorti en français. C'est Légende et Laté de Travis Baldree qui est sorti aux éditions Inis. C'était cosy, c'était chill, j'ai adoré. Voilà. Alors clairement là si vous cherchez un livre où il n'y a pas beaucoup de péripéties, mais foncez là-dessus. Vraiment, si vous voulez quelque chose de très chill, avec des personnages bienveillants, avec vraiment des bons sentiments, vous pouvez lire Légende et Laté. Vous allez passer un vraiment chouette moment, ça je peux vous l'assurer. On va suivre dans cette histoire une orque qui a décidé de tout plaquer son ancien job parce qu'en fait elle a découvert l'existence du café. Et elle souhaite s'installer dans une petite ville pour ouvrir justement un établissement comme un bar mais uniquement pour du café. Sauf qu'elle va s'installer dans une ville où les personnes ne connaissent pas l'existence du café. Donc elle va devoir déjà se faire connaître, devoir retaper une ancienne bâtisse pour avoir un lieu vraiment potable pour ouvrir son commerce. Elle va devoir faire connaître en fait cette boisson à des personnes qui ne la connaissent pas du tout, donc ça va prendre du temps. Il va y avoir des personnages qui vont commencer à graviter autour d'elle, des personnages qui vont l'aider à bâtir ce commerce, il va y avoir des personnages qui vont travailler avec elle. Je vais pas vous en dire plus parce que vraiment ça s'arrête là. Il y a quand même quelques petites choses qui se mettent en place parce qu'il y a quelqu'un qui vient emmerder le monde, hein, comme d'habitude, et des gens qui sont jaloux d'autres personnes et qui veulent ce qu'ils n'ont pas. On a des passages où il y a quand même des petites tensions parce qu'il se passe quelque chose que l'héroïne ne comprend pas, mais globalement c'est très chill, globalement c'est très cosy. Les personnages sont hyper attachants. J'ai adoré l'évolution de leur relation au fur et à mesure du roman et il y a une petite romance toute mignonne également qui se met en place. Voilà, je peux pas en dire grand chose parce que c'est un roman qui est court, hein, il fait 320 pages et c'est écrit gigantesque. C'est vraiment écrit gigantesque dans le roman. Mais c'était trop bien, si vous êtes fan de fantasy, vous voulez quelque chose de chill, de cosy, foncez, vraiment foncez. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui comparent ce titre à certains titres du Disque Monde. Personnellement j'avais lu un seul titre du Disque Monde donc je peux pas comparer. En soi si vous voulez juste un livre qui se dévore et avec des personnages attachants, foncez parce que c'était vraiment trop bien. Et par contre ce livre risque de vous donner faim parce qu'il y a des recettes en plus à la fin. Il y a vraiment certains moments où on insiste sur l'odeur ou sur le goût de certains aliments ou de certaines boissons, donc forcément ça donne faim. Alors je voulais rapidement passer sur ma lecture du tome 2 des archives des collines chantantes. Donc c'est Quand la tigresse descendit de la montagne de N'Givo qui est sorti chez La Talente. Je vais pas dire grand chose parce que c'est un roman qui fait une centaine de pages, c'est une série de novellas. J'ai bien aimé ce tome 2 même si j'ai largement préféré le premier tome. Dans cette histoire on va toujours suivre la Delphes Chic qui a un rôle assez particulier puisqu'il consiste à obtenir des histoires, à parler avec des gens, des créatures pour obtenir des histoires et les rapporter justement à son lieu de travail. Dans le premier tome c'est ce qui va se passer, on va suivre une histoire propre à ce premier tome et là en fait on a le fil rouge parce qu'on suit toujours la Delphes mais on a une nouvelle histoire qui va concerner ce tome 2 avec justement le fait qu'il y a des tigresses qui vont apparaître dans ce tome là, il va y avoir des mammouths, il y a pas mal de créatures assez étonnantes et qu'on voit pas forcément dans tous les romans, mais du coup on va suivre une nouvelle histoire et en fait c'est juste que globalement l'histoire m'a un peu moins plu que le premier tome. Elle était sympathique mais j'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire du premier tome et il me manque un personnage. Je suis déçue parce qu'il y a un personnage que j'adore qui n'est pas présent. Du coup j'espère que dans le tome 3 ce sera le cas parce qu'il a vraiment manqué à l'histoire. J'ai vu sur le site de sortie que le tome 3 allait sortir cette année, donc je me semble que c'est mois de septembre, quelque chose comme ça. Donc j'aurai ma réponse assez vite pour voir si ce personnage revient, mais j'en doute pas. Là il y a une bonne raison hein, pour que le personnage ne soit pas présent dans ce tome 2.
mais il m'a manqué quand même. Après je suis vraiment contente que cette série soit sortie chez La Talente parce que déjà ils nous font des couvertures, des objets livres vraiment magnifiques avec un objet en hardback, avec un soft touch, avec une écriture qui brille, une qualité d'ouvrage qui est vraiment trop bien. Donc je suis très contente que ça sorte chez La Talente. La couverture du tome 3 est trop belle aussi. J'ai toujours un chouette moment de passer avec les lectures de cette série. C'est juste que là, globalement, l'histoire du tome 2 m'a moins plu. Donc j'espère que l'histoire du tome 3 me hypera un peu plus. Et enfin, le dernier roman que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood, qui a été publié pour ma part chez les éditions Sphère, que je l'ai en édition anglaise, mais il est sorti récemment chez Hauteville en édition fluffy ou en édition hardback si jamais vous voulez. On est dans une rom-com qui se passe dans un milieu scientifique comme dans The Love Hypothesis. J'avais beaucoup aimé The Love Hypothesis, donc j'avais trop hâte de lire ce livre-là. En plus j'avais envie d'un truc léger et autant vous dire que j'étais embarquée directement dans cette lecture parce que je l'ai bouffé en un jour. Ça m'arrive assez rarement en plus quand c'est un roman en VO. Franchement j'ai été trop happée par cette histoire, moi j'ai adoré les personnages. Dans cette histoire on va suivre Bee qui est une scientifique qui travaille plus avec tout ce qui touche au niveau du cerveau, qui va voir sa vie un petit peu chamboulée puisqu'on va lui proposer un nouveau poste au niveau de la NASA. La NASA souhaite mettre en place des casques assez particuliers et en fait ils ont besoin d'une personne très calée dans le domaine de la neuro en fait pour mettre en place ce casque et on va faire appel à elle vu que c'est l'une des personnes les plus compétentes dans son domaine. Alors elle est complètement enchantée de travailler pour la NASA, elle est enchantée de ce projet, sauf qu'il va y avoir un petit truc qui va l'énerver puisqu'elle va retrouver quelqu'un avec qui elle a été à la fac et en fait c'est une personne qui l'a snobé tout le temps, une personne qui l'a détestée et elle est pas très contente vu que ça va être son boss sur ce projet là. Alors elle va essayer de mettre un petit peu son passé de côté et essayer de partir sur des bonnes bases en fait pour ce projet, sauf qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre en travers de son chemin. Elle ne va pas avoir son matériel quand elle va commencer à rentrer, son badge ne va pas fonctionner, elle va être mise à l'écart de pas mal de réunions, donc elle va commencer à se poser des questions et à se demander si Levi, du coup, si la personne qu'elle connaissait est pas en train de tout faire pour la faire virer de ce projet. Donc ça va l'énerver, ça va créer pas mal de situations assez marrantes, pas mal de quiproquos entre les deux personnages et au fur et à mesure ils vont finir par discuter, enfin mettre à plat les choses et on va suivre un petit peu la relation entre les deux évoluer. Je vous en dis pas plus parce que c'est une rom-com qui se dévore et c'est pas très long, ça fait 320 pages. J'ai pas trop envie de vous spoiler sur la relation, surtout que c'est une romance. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré. Il y a pas mal de moments où ça m'a fait rire parce qu'il y a pas mal de situations très comiques et surtout pas mal d'interrogations de Bee en fait au fur et à mesure du roman. Elle se pose pas mal de questions sur plein de sujets et à certains moments, mais j'ai trouvé ça hilarant. J'aime beaucoup le style d'écriture d'Ali Hazelwood, beaucoup les relations qu'elle crée dans ses histoires. J'adore parce que là vraiment il y a un personnage masculin qui est gentil, un personnage masculin qui ne fait pas de trucs complètement what the fuck, qui n'essaye pas de la mettre à l'envers à je sais pas combien de personnes. C'est le genre de personnage masculin que j'adore dans les romances et là vraiment je suis tombée vraiment fan de Levi, autant vous dire que c'est un personnage préféré de rom-com pour l'instant. Je suis vraiment très contente par rapport à cette romance. J'adore la touche d'humour qu'elle rajoute également dans toutes ces histoires et j'adore le fait qu'on part également dans un domaine scientifique, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans des romances. Et en plus de ça, il y a également une dénonciation sur la place des femmes dans les milieux scientifiques. Par exemple, dans ce titre-là, on va suivre Bee qui a un compte Twitter assez secret qui s'appelle « Qu'est-ce que Marie Curie ferait ?» Dès qu'elle se pose une question dans sa vie, dès qu'elle se pose une question par rapport à son boulot ou quoi que ce soit, elle se met dans la place de Marie Curie, elle se demande qu'est-ce que Marie Curie ferait dans cette situation. Et au fur et à mesure, son compte Twitter a vraiment pris de l'ampleur et il y a pas mal de femmes notamment qui essayent de mettre en évidence les situations assez sexistes qu'elles vivent au fur et à mesure dans leur milieu scientifique, peu importe le milieu en soi. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir ce genre de dénonciation dans ce roman. Donc je suis très contente de l'avoir lu, c'était vraiment une très chouette lecture. Je vous recommande vraiment si vous voulez passer un moment agréable cet été, ne pas vous prendre la tête, rigoler un bon coup et avoir une romance avec une relation qui n'est pas toxique. Et ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.